Bonjour, c'est avec grand plaisir que je participe cette année encore à la soirée Bravoure. Je remercie ainsi le comité organisateur et surtout Dr Bouméry de cette opportunité. La mammographie et les modalités mammographiques apparentées constituent toujours la base de l'imagerie du sein, auquel on peut ajouter l'échographie et l'IRM. La mammographie, la tomosynthèse ainsi que la mammographie avec contraste intraveineux sont toutes des techniques qui sont basées sur une compression du sein et en utilisant les rayons X. La mammographie, qui est la modalité la plus ancienne, est basée sur deux images acquises sur chaque sein et on analyse toute l'épaisseur de la glande sur ces deux simples images statiques. La tomosynthèse, quant à elle, c'est une imagerie quasi en volume qui va donner des coupes sur l'épaisseur du sein, permettant ainsi de s'affranchir de l'effet d'obscurcissement ou de superposition de la glande. La mammographie avec contraste intraveineux, qui est l'iode, elle permet de ressortir les lésions cancéreuses qui sont ainsi rehaussées par le contraste. Donc on acquiert une image mammographique avant injection, une image après, on soustrait l'ensemble et il ne reste que le cancer qui est visible comme ici. L'échographie, quant à elle, elle est basée sur les ultrasons, son apport majeur étant de caractériser les anomalies mammographiques, départageant ainsi les cancers, comme du côté gauche, d'une lésion kystique simple du côté droit. L'IRM utilise le champ magnétique et l'injection intraveineuse de gadolinium et permet, comme la mammographie avec contraste, de rehausser les lésions malignes et de les distinguer plus facilement du reste de la glande non rehaussante. Pourquoi la mammographie garde-t-elle une place privilégiée en 2020 alors qu'on dispose de plusieurs autres modalités? Tout simplement parce que la mammographie est la seule modalité qui permet de détecter les microcalcifications qu'on voit ici à gauche sous forme de grains de sel ou de grains de sable et qui constitue le stade le plus précoce du cancer, même avant que le cancer ne soit avéré. Elle est aussi une modalité qui permet de détecter les cancers quand ils sont encore millimétriques avant qu'ils ne soient palpables cliniquement. Ceci va aboutir à un pronostic meilleur pour les patientes et diminuer ainsi la mortalité par le cancer du sein. Il ne faut pas oublier que la mammographie, elle est cependant limitée, surtout par la densité de la glande. Qu'est-ce que ça veut dire un sein dense? Un sein dense, c'est un sein qui est tout blanc à la mammographie. Et on sait que les anomalies mammographiques sont blanches. Donc blanc sur blanc, c'est difficile de détecter ces anomalies. Alors que dans un sein graisseux, comme dans ce sein-là, le petit cancer qui est indiqué par la flèche, qui est infracentimétrique, est facilement détecté dans ce sein qui est graisseux et qui paraît gris à la mammographie, contrairement à ce sein qui est très dense, où le cancer qui est nettement plus grand que celui que je viens de vous montrer à la mammographie antérieure n'est pas détectable dans ce sein graisseux, mais en IRM il est facilement visible à cause du produit de contraste qu'on injecte. Deux facteurs importants déterminent la façon avec laquelle on dépiste le cancer du sein. Le plus important étant le risque de survenue de cancer du sein qui est différent d'une personne à une autre, mais également la densité des seins qui non seulement détermine la sensibilité de la mammographie, c'est-à-dire la capacité de la mammographie à détecter au stade le plus précoce le cancer de sein, la densité est en soi un facteur de risque de survenue du cancer du sein. Dans la population générale, où le risque de développer un cancer de sein dans une vie est faible, moins que 15%, les recommandations sont de procéder à une mammographie chaque 2 ans, en général à partir de 50 ans, comme au Québec, à laquelle on pourrait ajouter l'échographie si les seins sont denses. Chez une patiente qui a été déjà opérée pour un cancer de sein, ou pour des lésions simplement atypiques, mais qui constituent des lésions de haut risque, cette patiente-là a un risque plus important que la population en général. On parle de risque intermédiaire et on recommande chez elle une mammographie annuelle à laquelle on pourrait ajouter l'IRM. On en reviendra.
Chez les patientes qui sont à haut risque, notamment celles qui sont mutées ou qui sont issues d'une famille dans laquelle court une mutation ou qui ayant reçu une radiothérapie médicinale pour un lymphome par exemple, ces patientes sont à haut risque de développer un cancer de sein pour lesquelles les recommandations sont unanimes de procéder à une mammographie associée à une IRM sur un rythme annuel. L'échographie quant à elle n'est indiquée que si l'IRM n'est pas disponible ou ne peut pas être réalisée. Donc on a vu les différentes modalités d'imagerie du sein. Est-ce que la date de débuter le dépistage est modulable comme les modalités d'imagerie? En effet, oui. Chez les patientes qui ont des antécédents familiaux de cancer de sein, il faudrait débuter le dépistage mammographique 10 ans avant la survenue de ce cancer dans la famille, mais pas avant 30 ans. Pour celles qui sont mutées ou issues d'une famille connue pour une mutation, le dépistage se fait par IRM à 25 ans et sera poursuivi à partir de 30 ans par IRM et mammographie. Pour celles ayant eu une radiothérapie médicinale, donc une radiation de la glande mammaire entre l'âge de 10 et 30 ans, le dépistage sera débuté 8 ans après la radiothérapie par mammographie et IRM, mais pas avant 25 ans. Quant aux patientes qui ont été opérées pour un cancer du sein, ayant eu aussi une radiothérapie, le risque de récidive est faible, de l'ordre de 1 à 1,5%. Et la surveillance chez ces patientes se fait par mammographie annuelle. Les recommandations les plus récentes ajoutent l'IRM à la mammographie sur un rythme annuel et l'échographie, on pourra avoir recours si les seins sont denses. Est-ce qu'il faut continuer à vie le suivi de ces patientes? Non, on pourra l'arrêter après 75 ans ou si elles présentent des comorbidités qui rendent la détection d'une récidive pas importante pour la prise en charge. Le suivi pour les patientes ayant eu une mastectomie totale avec reconstruction est aussi basé sur le risque de récidive qui est extrêmement faible, qui est moins que 8%. Et le suivi par imagerie n'a pas démontré une influence sur la survie globale selon plusieurs études, raison pour laquelle la littérature ne recommande aucun suivi radiologique chez ces patientes. Il y a juste une seule association au Royaume-Uni qui recommande le suivi mammographique chez les patientes ayant eu une reconstruction par lambeau. Ceci est fait également au CHUM. En effet, les patientes ayant eu une reconstruction par implant, on n'a pas besoin de la mammographie pour voir la peau en fait qui enveloppe les prothèses. Seul un examen clinique pourrait détecter une récidive. En revanche, on recommande une mammographie pour celles ayant eu une reconstruction par lambeau avec ou sans prothèse. Pourquoi? Parce qu'on profite de la densité graisseuse du lambeau qui permet la détection la plus précoce possible d'une récidive, comme chez cette patiente du côté gauche, où 3 ans après sa reconstruction, on voit qu'il y a 2 petites masses qui sont apparues dans le lambeau et qui sont facilement détectées par la mammographie, mais surtout aussi en fait confirmer l'hypothèse d'une nécrose graisseuse chez ces patientes présentant souvent plusieurs masses palpables du sein reconstruit. Donc on a vu la place importante de l'imagerie du sein, pas seulement dans le dépistage du cancer du sein, mais également dans la prise en charge du cancer du sein et également dans le suivi des patientes ayant été traitées pour un cancer du sein. Je vous remercie de votre attention.